Bien, écoutez, on va commencer ce samedi, cette deuxième partie de cette série, cette 24e session de Gypsy. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Gypsy, c'est la contraction de gynéco et de psy. Et puis ça a dérivé au fil des années par la gynéco un petit bout, la psy en a beaucoup plus, ou la réflexion en général en a beaucoup plus. En tous les cas, vous êtes présents pour un samedi matin. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en connexion avec nous par visio, à qui on dit bonjour. Et puis on va donc commencer par présenter peut-être chacun d'entre nous. Donc je pense que moi ça va, vous devez me connaître. Perrine, la plupart connaissent aussi, mais quand même, ça serait bien que tu dises un peu qui tu es. D'accord. Non, moi c'est beaucoup moins chic, vous ne me connaissez pas. Donc Perrine Simon-Naoum, je suis directrice de recherche au CNRS et professeure attachée de philosophie à l'école normale supérieure. Et toujours infiniment heureuse d'être ici parce que on découvre des horizons nouveaux et on peut poursuivre les débats qui importent aux philosophes et se prolongent dans beaucoup d'autres disciplines. Voilà. Alors, la première intervenante, c'est Corinne Pelluchon, laquelle je suis vraiment ravi de recevoir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Corinne, hein, décidément, le in, philosophe, écrivain, l'expérience de l'être et de la mer, l'expérience de l'impossible, une éthique de la vulnérabilité, une éthique de la considération, une réflexion sur le droit des animaux, qui a abouti au manifeste animaliste en 2017, une réflexion sur l'espoir, l'optimisme et l'espérance. On attend des explications un peu sur ces 3 chapitres. Et puis cette discussion, est-ce que notre civilisation est en train de s'effondrer? Est-ce qu'on reprend les théories de l'apocalypse ou bien de la fin du monde de l'an 2000 de certains? Est-ce qu'il y a de l'espérance? Enfin, c'est sur toutes ces réflexions que nous aimons entendre de votre bouche. À vous. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter une communication qui s'intitule « L'espérance dans le contexte de crise globale et de la catastrophe climatique ». Donc, malgré les risques extrêmes auxquels nous sommes confrontés pour des raisons climatiques, mais également en raison des cataclysmes politiques et géopolitiques, il est possible de parler d'espérance. Mais une telle affirmation suppose que l'on comprenne que l'espérance n'a rien à voir non seulement avec l'espoir, qui est une attente particulière, mais également et surtout avec l'optimisme. En effet, l'espoir est une attente déterminée, c'est le vœu de voir mes souhaits personnels se réaliser dans un délai assez court. L'espoir est lié donc au désir, à des projections. L'espérance, quant à elle, n'exprime pas un désir personnel, ni particulier, ni déterminé, mais elle concerne le collectif. Elle désigne la capacité à voir l'avenir dans le présent, en donnant à notre époque une direction qui, sans être totalement prévisible, se fonde sur certains signes avant-coureurs que l'on est capable de déchiffrer en dépit des difficultés et dans le chaos du présent. L'espérance, qui est une vertu théologale, renvoie à quelque chose qui est déjà là et qui peut être annoncé, comme dans la Bible, même si ce n'est pas très clair et que justement il faudra ouvrir les yeux et peut-être perdre ces fausses illusions, ces faux espoirs, ces illusions pour être capable de reconnaître ces signes avant-coureurs qui permettraient d'ouvrir le possible, puisque le contraire de l'espérance, c'est justement de ne plus voir l'avenir, de ne plus pouvoir le configurer. Alors l'espérance, même si on veut lui donner un contenu laïque, séculier, eh bien, vient plus de Jérusalem que d'Athènes. Si on se rappelle le mythe grec, la boîte de Pandore, l'espoir, où Elpis reste quand tout a disparu, et c'est un petit peu, c'est en tout cas ambivalent. Ça peut être une consolation qui aide à accepter la réalité, mais qui n'a pas ce potentiel d'ouvrir l'avenir en voyant l'avenir dans le présent. Or, non seulement nous n'avons pas besoin de consolation ni de mensonges, mais de plus, l'espérance implique de voir en face la réalité dans toute sa dureté. Bien plus, pour moi, elle naît
d'une certaine façon du désespoir, ou en tout cas de l'épreuve de la négativité. Et c'est évidemment un paradoxe qu'il va falloir développer. Ce deuxième aspect, ce rapport à la négativité, la distingue radicalement de l'optimisme, qui est le masque du déni, l'illusion que l'on pourrait tout maîtriser et que finalement les choses n'iraient pas si mal. L'espérance, qui est inséparable de la connaissance des dangers et du mal, et de la reconnaissance de sa faillibilité, des limites que l'on a pour affronter les défis actuels, suppose d'abandonner ces anciennes certitudes, de reconnaître que les solutions que l'on croyait adaptées aux difficultés présentes ne marchent plus. Et c'est ce renoncement qui rend possible l'ouverture à l'inattendu. L'espérance, sans jeu de mots, est l'attente de l'inespéré, en tout cas de ce que l'on ne soupçonnait pas dans le présent. Et ça suppose la traversée de l'impossible, mais justement, je vais expliquer ces paradoxes, puisque d'ordinaire, le désespoir conduit à la destruction, l'autodestruction. Il a une dialectique destructrice et comporte un danger qu'il ne faut pas minimiser. Alors, 3 questions. Pourquoi notre espérance tragique ? Eh bien, pourquoi notre époque tragique, qui donne à beaucoup de personnes le sentiment qu'il n'y a plus d'avenir, que celui-ci est bouché, pourquoi cette époque est-elle l'occasion de reparler d'espérance ? Deuxième point, comment expliquer que l'espérance puisse naître du désespoir, alors que je viens de dire que le désespoir est une nuit dont on pense qu'elle n'aura pas de fin et qu'elle conduit souvent à la destruction, à l'autodestruction. Enfin, et ce sera la conclusion, quel type d'énergie apporte l'espérance ? Alors, pourquoi notre époque tragique serait-elle l'occasion de reparler d'espérance ? Nous sommes confrontés à la possibilité de l'effondrement de notre civilisation suite aux catastrophes climatiques, mais également à des cataclysmes politiques et géopolitiques. Et en ce sens-là, nous entrons dans le monde de la fin, disait Günther Anders, c'est-à-dire que ce type de monde peut finir et les ressources sont limitées, mais également le temps pour agir, en tout cas par rapport à la crise climatique, est limité aussi. De plus, les crises que nous vivons nous confrontent à la possibilité de notre impossibilité, pas seulement à des choses qui menacent notre survie et celle des autres espèces, mais à des choses qui pointent la précarité de notre civilisation et nous obligent à remettre en question bien des certitudes qui avaient fait autrefois notre fierté, comme par exemple l'équation progrès-croissance illimitée et l'idée que justement la prospérité engendrait une paix durable. Cette situation est le bon moment, d'une certaine manière, de reparler d'espérance parce que celle-ci suppose de sortir du déni et de refuser toute forme d'optimisme et de statu quo. D'une certaine manière, les difficultés que nous avons nous forcent à regarder en face la gravité de la situation et surtout à abandonner nos illusions, l'idée que finalement toutes les réponses passées, les réponses technologiques suffiraient à affronter les crises actuelles. Et justement, un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, développent une sorte de dépression qu'on appelle l'éco-anxiété et qui, bien qu'elle soit accompagnée de sentiments très négatifs comme la honte, le sentiment d'impuissance, la colère, l'indignation, cette situation-là, cette éco-anxiété atteste néanmoins la prise de conscience de la gravité et le refus du statu quo. L'espérance suppose de surmonter cet état, puisque je disais qu'elle suppose de voir malgré tout l'avenir dans le présent. Et elle suppose de déchiffrer, dans le chaos du présent, des signes de changement qui pourraient être salutaires. Cependant, elles ne peuvent pas faire l'économie de cet effondrement psychique qui vient de la prise de conscience d'une réalité de problèmes qui sont trop grands pour nous et qui nous obligent, comme je le disais tout à l'heure, à remettre en question des pans entiers de notre civilisation sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en tout cas, il y a l'idée d'accepter de perdre certaines choses, de reconnaître que certaines pertes sont irréversibles et surtout de perdre l'illusion de la toute-puissance et de la maîtrise. Cependant, dire, comme Bernanos le disait, que l'espérance et le désespoir surmontés ne doit pas conduire à minimiser la dialectique destructrice liée au désespoir. Le désespoir est une nuit en plein jour. Comme disait Kierkegaard dans La maladie à la mort, c'est une manière de vivre sa mort ou de mourir sa vie. Lorsque la raison et la volonté sont humiliées par le chagrin, la tentation est de céder au désespoir, de ne voir aucune sortie du tunnel et même de penser que de voir le réel à travers les lunettes de son désespoir en adhérant totalement à cette émotion qui submerge.
cet état d'esprit qui submerge. Souffrir, c'est toujours trop souffrir. Leiden ist ein Urleiden, c'est-à-dire qu'il y a la tentation de commuer cette impuissance en toute puissance, ou bien en étant dans le défi, ou bien d'en vouloir au monde, de transformer cette souffrance en haine de soi et de la vie. Aussi, le désespoir mène-t-il très souvent à la destruction, à l'autodestruction. Cependant, si on renonce à toute projection, à tout désir d'en découdre, le moi qui devient vide saisit comme par surprise le principe de vie qui le fait respirer et l'unit aux autres. Certains le nomment Dieu, d'autres la nature, comme Spinoza, je l'appelle vie. La reconnaissance de ce fil ténu de vie qui enveloppe le sujet de douceur et conduit à abandonner tout, y compris la volonté de comprendre. En ce sens, l'espérance et la capacité, une fois qu'on a perdu ces illusions et qu'on fait cette expérience de la perte, mais également que l'on renonce à tout contrôler, eh bien, elle peut permettre d'ouvrir les yeux, de reconnaître ce qu'on ne remarquait pas. L'espérance qui naît du néant et qui n'était pas du tout attendue apparaît comme l'aube après une nuit dont on pensait qu'elle n'aurait pas de fin, et elle se caractérise par une sorte de spontanéité ultérieure, comme la jeunesse dans la maturité. Mais cette énergie de vie n'a rien de spectaculaire. Le retour à la vie après cette mort psychique se fait sans bruit, et ceux qui ont connu le désespoir, traversé en ce sens-là l'impossible, en faisant cette expérience de l'effondrement du sens, eh bien, sont reconduits à la vie dans sa précarité, dans sa nudité, disait le philosophe Patočka. Et c'est la perte de ces illusions qui permet justement cet état d'esprit où l'on reconnaît finalement la gratitude, où l'on a la gratitude envers le fait d'être vivant. Dans une certaine mesure, les jeunes d'Extinction Rebellion que j'ai pu rencontrer, ainsi que les aides souffrant d'éco-anxiété que j'ai pu croiser, eh bien, témoignent de cette expérience qui, certes, suppose, oui, des émotions négatives, hein, la peur, l'impuissance, la colère, parce que, eh bien, les gouvernements ou les personnes ne font pas ce qu'il faudrait pour réduire le réchauffement climatique, mais cette expérience douloureuse qui les conduit à témoigner de leur souffrance, hein, de l'éco-anxiété, a une origine qui est noble. Ce n'est pas, contrairement au désespoir, un manque d'amour de soi et de la vie, comme en parle Kierkegaard dans La maladie à la mort. L'éco-anxiété a une origine noble, c'est l'amour du monde et le souhait que le monde commun qui nous accueille à notre naissance et devrait survivre à notre mort individuelle continue, mais c'est aussi le vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur des choses. Et quand on fait remarquer aux personnes souffrant d'éco-anxiété cette noble origine de leur souffrance, eh bien, on ne supprime pas leur souffrance, mais au moins on restaure leur estime d'eux-mêmes. Et il est important aussi qu'ils apprennent à traverser cette négativité, à partager ces émotions négatives, afin de ne pas être emprisonnés par ce que ces émotions négatives ont de fort et pouvant les submerger. La menace d'effondrement est aussi l'occasion d'un inventaire nous permettant de distinguer ce que nous devons conserver, parce que cela a du sens, et ce qu'il serait important de changer, voire d'abolir. Cet inventaire qui pose la question de savoir ce qui est suffisant pour vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes, et tient compte de la finitude, notre finitude, nos limites, et également les limites planétaires. La notion de limite est fondamentale pour penser une éthique et une politique de la sobriété, et le mot suffisant, hein, qui renvoie au texte d'André Gorz, l'éloge du suffisant, ce n'est pas l'ascétisme, hein, c'est ce qui finalement donne à ma vie un sens et une saveur, et pour cela je n'ai pas forcément besoin de 3 voitures ou de tout un tas de choses. Donc, née du désespoir, l'espérance devient une méthode et une décision. Elle est pour cette raison proche de l'utopie, dont la force transformatrice est soulignée par Kant. Vous vous rappelez, dans son essai pour introduire, de Père perpétuel, en 1795, il écrit qu'il ne doit pas y avoir de guerre, parce que c'est un impératif catégorique. Bien sûr, Kant sait qu'il y aura des guerres, mais cette utopie est la condition permettant sa réalisation. Je le cite, « La question n'est pas de savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel ou de chimérique. Mais il faut faire comme si la chose existait qui peut-être n'existe pas, afin d'avoir pour projet sa fondation et la constitution qui nous semble la plus appropriée pour elle. »
De même, dans le principe d'espérance, Bloch montre que l'espérance éclairée, donc pas naïve, pas le faux espoir, et l'utopie concrète deviennent les possibilités de l'avenir. Elles détectent ces possibilités de l'avenir qui sont souvent enveloppées dans le présent et invisibles, et cela aide à transformer le présent. Mais l'énergie que communique l'espérance, et qui permet de configurer l'avenir, de respirer de nouveau, est moins spectaculaire que ce que l'on peut imaginer. Elle n'a rien à voir avec l'énergie héroïque, ou en tout cas l'image du soldat qui reviendrait de la guerre en héros. Comme on l'a dit, l'espérance naît sans avoir été recherchée. Il n'y a pas de méthode pour la créer. On peut la bloquer. On la bloque souvent. On ne la détecte pas. On ne détecte pas bien souvent ces possibilités ces germes du futur qui sont encapsulés, pour ainsi dire, dans le présent. Et même Maria Zambrano, qui a vécu 40 ans en exil après avoir fui l'Espagne de Franco, disait que l'espérance, c'est finalement, on peut trouver dans le passé, y compris dans les promesses que nous n'avons pas tenues dans le passé, ces germes du futur qui permettent de s'orienter. Et en partant de la réalité, nous pouvons être attentifs à ces signes avant-coureurs d'un mouvement qui se dessine. Dans certains de mes livres, dont la plupart, je l'ai appelé « Âge du vivant », parce qu'il me semble que le souci pour l'écologie, le souci pour la cause animale, le vœu de plusieurs personnes de vivre autrement, en consommant autrement, en changeant ce modèle de développement, le féminisme, tout ça c'est le vœu d'avoir un rapport au monde, aux autres et à soi-même qui sortent de la domination, et on peut sans dogmatisme accompagner ce mouvement, non pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire de manière dogmatique et en partant d'en haut, mais en déchiffrant les signes avant-coureurs d'un nouvel âge. Et je finirai par dire justement que l'espérance travaille pour le présent et surtout pour l'avenir. Elle permet aussi de se préparer quand il faudra réparer ou reconstruire le monde après les catastrophes, etc. Alors, il y a une espérance quand on sent une bonne énergie, venant d'Eros et non de Thanatos, mais aucun leader ne peut procurer l'espérance, qui n'a rien à voir avec les idéologies qui divisent et qui aveuglent. Les œuvres d'art et les livres de philosophie ne suffisent pas non plus à la créer. Ils peuvent montrer qu'elle est là, mais elle vient quand elle vient, comme la grâce ou comme l'amour. Et je finirai par cet extrait de merveilleux texte de Charles Péguy, Le porche du mystère de la seconde vertu, où il compare l'espérance à une petite fille qui joue encore avec son bonhomme Janvier et que personne ne remarque, et qui néanmoins est capable d'entraîner ses deux sœurs, les deux autres vertus théologales, la foi qu'il compare à une épouse loyale et la charité qu'il compare à une mère ou à une sœur qui tiendrait lieu de mère, je le cite. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui joue encore avec le bonhomme Janvier. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qu'il sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. La foi voit ce qui est, dans le temps et dans l'éternité. L'espérance voit ce qui sera, dans le temps et pour l'éternité. Pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité même. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Corinne d'avoir de façon aussi riche et aussi dense tracé le cadre de notre discussion. Si vous voulez bien, nous allons garder les questions pour la fin de la première partie des interventions. Je ne suis pas sûre que nous voyons tous les paradoxes de l'espoir dans l'espérance péguiste. Mais voilà, je crois que nous allons trouver sans doute d'autres figures qui se rattacheront vraiment à la force de cette tension que tu as soulignée. Alors, je suis très heureuse maintenant d'accueillir Gilles Ramstein, qui est paléoclimatologue, qui est directeur de recherche
au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Gilles Ramstein, vous avez publié en 2015 un ouvrage chez Odile Jacob intitulé « Voyage à travers les climats de la Terre ». Et puis plus récemment, en 2020, Le climat en 100 questions aux éditions Taillandier. Et je renvoie également au podcast que vous animez, Le climat en question, sur les questions climatiques au sens large. Voilà, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, René et Muriel, de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venus ce samedi matin glacial dans cet amphithéâtre. C'est difficile de parler après Corinne, pour moi, parce que vous allez voir, c'est une approche très différente, mais j'essaierai de faire quand même 2 fois des ponts avec ce qu'elle a dit. Donc moi, mon titre, c'est plutôt le changement climatique, cauchemar ou éternité. Alors la première diapo, là, ce que vous voyez, c'est la Terre. Et toute ma recherche, une grosse partie de ce que je fais, c'est comprendre comment ça se fait que sur cette belle planète bleue et beige, avec ses écharpes de nuages, depuis 3,7 milliards d'années, il y a de la vie. Alors après, soit on est croyant, soit on est moins croyant, et quand on est moins croyant, on veut comprendre les processus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les climats, l'environnement a toujours, de manière très différente, mais a toujours été favorable à la vie. On n'est pas parti vers le chaud comme Vénus, où il fait 470 degrés à la surface, ou vers Mars, qui n'a presque pas d'atmosphère, et où les variations de température journalières sont de plus de 100 degrés. Pourquoi nous, dans notre petit nid douillet, on a des températures, des précipitations qui sont restées toujours favorables à la vie, des vies différentes, mais la vie quand même. La diapo suivante, elle vous montre la seule espèce, à part la nôtre, la seule espèce biologique qui a été capable de bouleverser complètement son environnement. Alors c'est des espèces monocellulaires, c'est les cyanobactéries. Ça se passe il y a plus de 2 milliards d'années, et c'est le moment où, sur Terre, va percoler dans l'océan, dans l'atmosphère, de l'oxygène, et c'est la plus grande révolution biologique terrestre. C'est ça qui fait que vous êtes là, qu'on est là, qu'on a cette morphologie, cette peau, enfin, tout un tas de choses très importantes qui nous permettent de vivre dans une planète hyperoxique. Donc cette révolution-là, une toute petite espèce monocellulaire, les cyanobactéries, ont été capables de passer de paria dans le monde préoxygénique à dominant. Et elles ont radicalement transformé la planète. La diapo suivante, elle vous montre que 2 milliards d'années après, une autre espèce qui n'est plus monocellulaire est en train de faire la même chose. Et ce que je vous montre là, c'est que c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Là, ce que vous voyez, c'est l'évolution des températures, l'évolution du CO2, donc qui est le gaz carbonique, qui donc est un dommage collatéral de notre développement, du fait qu'on se chauffe, qu'on bouge, voilà, et la hausse du niveau marin sur laquelle je reviendrai parce que c'est un peu un des objets de ma recherche. Donc vous voyez sur cette diapo-là que ce mouvement très important, le fait d'être capable de se hisser, nous, espèces humaines, à la hauteur d'une force quasi tectonique, c'est-à-dire d'être capable de changer notre climat et notre environnement global, c'est déjà parti. La diapo suivante, elle vous montre, et ça c'est un peu les résultats de centaines de chercheurs, hein, c'est toujours dans mon domaine des textes, des talks individuels, mais ils sont sous-tendus par des recherches de centaines de chercheurs. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ce vers quoi on va au cours du XXIe siècle. Donc j'ai choisi une figure du résumé pour décideurs, une figure qui vous montre 4 ou 5 paramètres particulièrement marquants. Donc, ce qu'on est capable de faire avec des modèles climatiques de la Terre, c'est de, suivant différents scénarios, plus ou moins pessimistes, optimistes, c'est de comprendre comment on va modifier notre environnement. Donc là, je vous montre qu'un certain nombre de paramètres. Vous voyez que, en fait, on mesure très bien la température jusqu'à aujourd'hui, et puis ensuite, ce sont des projections qui sont plus ou moins dramatiques, donc plus ou moins intenses. Donc vous voyez que les températures, par exemple, à la fin du siècle, pourraient arriver entre 4 degrés si on ne maîtrise rien, et moins de 1,5 degrés si on maîtrise.
vous voyez ce qui est très très spectaculaire, surtout que maintenant qu'on a les satellites, c'est la rétraction phénoménale de l'Arctique en été, où on voit à vue d'œil, année après année, l'été, le tissu neigeux qui se réduit comme peau de chagrin. Ça, c'est extraordinairement rapide. Vous voyez un truc qui est beaucoup moins spectaculaire en termes quantitatifs, c'est-à-dire l'acidification des océans, mais petits chiffres, mais grands effets. Et enfin, vous voyez l'évolution du niveau marin global d'ici la fin du siècle. Et c'est le seul graphique dans le résumé pour décideurs. Vous savez, les décideurs sont des gens qui décident dans le présent quand ils décident. Et donc, on va rarement plus loin que 2100. Il y a d'autres raisons scientifiques pour ça. Mais c'est la seule figure, la figure 8 du rapport du GIEC, résumé pour décideurs, qui en comporte 10. C'est la seule figure qui va jusqu'à 2300. Et là, vous voyez qu'il y a une inertie du système qui fait que, voilà, l'avenir, c'est un niveau marin qui monte inexorablement et qui peut monter suivant les scénarios suivant les projections, suivant notre consommation d'énergie vers lesquelles on va aller. Bon, donc ça c'est un peu l'aspect, pas forcément la catastrophe, mais en tout cas relativement factuel. Alors on va prendre dans le diagramme suivant un peu de distance et on va se dire, bon très bien monsieur Rammstein, mais le CO2, comme l'a dit monsieur Sarkozy, le climat a toujours changé. Et là vous voyez des reconstructions du CO2 sur des horizons temporels très différents. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ça répond un peu à la question « alors c'est grave, docteur ». Sur la gauche, vous voyez l'évolution du CO2 atmosphérique sur des dizaines de millions d'années. Et vous voyez que la Terre, elle a connu des périodes où il y avait beaucoup plus de CO2 que l'actuel, et sans doute même beaucoup plus de CO2 qu'à la fin du siècle. Donc ça, ce sont des conditions qu'on a déjà connues. Le CO2 bouge très lentement à l'échelle de millions d'années. Sur le diagramme central, que je ne vais pas commenter aujourd'hui, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est le climat du dernier million d'années avec des oscillations glaciaires interglaciaires. Ce que je voudrais que vous regardiez, c'est le panneau de droite, où on voit que l'homme est en train de modifier la concentration en CO2 et que, en l'espace de 200 ans, il aura fait le chemin inverse des 40 millions d'années précédents. Si vous regardez le diagramme de gauche, vous voyez que depuis 40 millions d'années, on est passé à peu près de 1000 parties par million dans l'atmosphère à 300, et que nous, on est en train de faire le chemin inverse en à peine 200 ans. Je vais passer assez rapidement sur les deux diapos d'avant, mais les gens aiment se rassurer. Donc une question qu'ils posent souvent, c'est « bon, d'accord, mais la Terre a déjà connu ce niveau de CO2, et alors qu'est-ce qui se passait ?» Donc la diapo suivante, elle vous montre la période la plus proche où on avait effectivement le même taux de CO2 que celui qu'on a aujourd'hui. Ça s'appelle le Pliocène moyen. Tectoniquement, c'est très proche, 3 millions d'années. Donc, quand vous regardez le diagramme ici, vous reconnaissez la Terre. La Terre, il y a 3 millions d'années, elle est assez peu différente. Il y a quand même 10 à 15 mètres de niveau marin plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud, et il fait tellement chaud qu'il n'y a quasi pas de Groenland, et que l'Antarctique a pas mal perdu. Et puis vous voyez sur les résultats des modèles, vous voyez que effectivement c'est une période chaude avec un dégradé. Il fait plus chaud à l'équateur, mais il fait beaucoup plus chaud au pôle. Si on regarde maintenant, on remonte encore le temps et on se met au Miocène moyen, il y a 15 millions d'années, et ça c'est la période qui correspond à peu près au CO2 qu'on aura à la fin du siècle, 500 à 1000 ppm. Ben vous voyez que là, la Terre est quand même assez différente, 15 millions d'années. Il y a encore un assez gros océan Téthysien, qui est beaucoup plus gros que la Méditerranée. L'Arctique, il n'y a pas de Groenland, hein. L'Arctique est sérieusement réduite, et là, le niveau marin est 20 à 30 mètres plus élevé. Donc vous voyez qu'à l'équilibre, ce genre de climat est vraiment très différent d'une autre et poserait beaucoup de problèmes s'il se réalisait à la fin du siècle. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, et la diapo suivante, elle vous dit, c'est quoi finalement? Puisqu'il y a déjà eu des climats avec de tels niveaux de CO2, c'est quoi la différence? La différence, c'est la fulgurance. Alors là, pour symboliser et caricaturer ça, on peut se dire, voilà, l'homme, malgré son gros cerveau, il est peut-être capable de brûler tous les combustibles fossiles dont il dispose. Le charbon, le pétrole. Et Corinne, tout à l'heure, rappelait qu'on est dans un monde fini, donc ce feu d'artifice ne va pas durer longtemps à l'échelle géologique. Sauf que ce feu d'artifice, qui est vraiment une expérience globale, hein,
C'est un peu comme si vous étiez dans un labo, sauf que là, le labo, c'est la Terre, et ce que vous modifiez, c'est les conditions d'opérabilité terrestre globale. Sauf que vous faites cette expérience aujourd'hui dans un monde qui, à l'échelle géologique, est un monde froid, où on a des calottes de glace, et que ces calottes de glace peuvent fondre. La diapo suivante, elle vous montre la plus grande différence. La plus grande différence, c'est que par rapport au Pliocène, où on avait des australopithèques, ou au Miocène, où on avait des grands singes, très peu nombreux, aujourd'hui, on a une population humaine de 8 milliards d'hommes. Et, comme Corinne le disait un peu, la question, c'est de savoir si notre espérance, c'est que ces 8 milliards d'hommes puissent vivre dignement. Et là, vous avez donc la population actuelle et la population projetée en 2050, et vous voyez que beaucoup de ces populations-là vivent près des côtes. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce que je vous ai montré avant, si on a une élévation de la mer de 0,5 à 2 mètres globale? Alors là, vous voyez comment ça se traduit dans les différentes régions du monde. Et vous voyez assez facilement que les barres graphes, là, les colonnes que vous voyez, pour 0,5 et 2 mètres, elles sont vraiment importantes dans le sud-est asiatique. C'est des régions du monde, comme le Bangladesh ou le Vietnam, qui perdra 20% de sa surface, qui seront vraiment extrêmement touchés. Donc je passe à la diapo suivante, et là, il y a forcément un petit lien avec la désespérance, avec ce que Corinne nous a expliqué, avec le fait qu'on touche au système, ce système a de l'inertie, et quoi qu'il arrive, le niveau de la mer va monter, et il va faire disparaître des îles basses, et ça, c'est irréversible. Donc on le sait, on peut se désespérer de ça, parce que c'est déjà parti, et c'est inéluctable, et c'est, à l'échelle de vie humaine, irréversible. On peut aussi considérer les choses de façon très différente, et c'est la deuxième partie de mon exposé qui sera plus courte. On peut considérer les choses de façon très différente. La énorme différence entre une cyanobactérie et nous, entre un Homo erectus et nous, c'est qu'on a un énorme cerveau, qu'on est capable de faire des choses totalement extraordinaires, des choses merveilleuses, et que cette capacité intellectuelle, c'est un acquis tout à fait extraordinaire, et la vraie question, c'est comment on va l'utiliser. La diapo suivante, elle vous montre qu'on a déjà commencé. C'est-à-dire que devant ce danger, il y a une structuration mondiale des experts du climat. Depuis 1990, vous connaissez, c'est les rapports du GIEC, qui, depuis 30 ans, alertent sur ce qui risque de se passer afin de faire bouger les lignes et les politiques. Depuis 2012, et à cause de cette fulgurance du changement climatique, on assiste aussi à une 6e extinction, c'est-à-dire que les plantes, les flores, les faunes, pour certaines d'entre elles, n'arrivent pas à s'adapter à cette fulgurance, et qu'en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, on cherche des anomalies, enfin des analogues climatiques, le Pliocène, le Miocène, des situations où on avait aussi beaucoup de CO2, c'est juste irréaliste, parce que nous, on est en train de monter le CO2 tellement vite qu'en fait, des événements climatiques qui sont un peu analogues à ce qu'on fait, c'est plutôt les grandes extinctions. Et donc vous avez aussi des biologistes, des gens qui s'occupent de la biodiversité, qui documentent extrêmement sérieusement depuis 2012 avec des rapports mondiaux. Donc, on a un gros cerveau et on est extrêmement bien informé. Non seulement ça, mais on est capable de produire, alors là c'est juste un exemple, des centaines de satellites, des altimètres, des gravimètres, un énorme panel d'instruments qui nous renseignent extrêmement précisément sur ce qu'on fait. Donc là, je vous montre un satellite qui a été mis en orbite en 2024, qui s'appelle EarthScare, qui vise à calculer les profils d'aérosols et de nuages pour essayer de faire des prédictions qui sont meilleures. Et c'est un peu ce bouquin de Jared Diamond qui s'appelait « Effondrement », que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, qui pose la question, à mon avis, fondamentale, et qui est la dernière à être transparent. Voilà, on sait à peu près où on va. Là, vous avez les différents scénarios en termes d'émissions de CO2. Au cours du siècle, compte tenu de ce qu'on va faire ou pas faire, c'est dans cette enveloppe-là qu'on va vivre.
Le diagramme, et le dernier diagramme scientifique, je m'excuse pour le diagramme, moi je suis scientifique, mais j'ai essayé de faire un truc très simple. Le dernier diagramme, c'est, vous voyez directement que la température, le réchauffement global de la Terre, finalement, même si c'est très compliqué, il est directement proportionnel au CO2 accumulé. Donc, la seule question qui vaille, c'est que si on veut un monde viable pour 8 milliards d'êtres humains, il va falloir changer nos trajectoires énergétiques. Et en écoutant Corinne, je me suis rendu compte à quel point j'étais réducteur quand j'ai écrit cette phrase « changer nos trajectoires énergétiques ». Parce que moi, je suis pas un philosophe, je suis un ingénieur, mais en fait, ce que j'aurais dû écrire, c'est changer nos trajectoires. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, il s'agit beaucoup évidemment de trajectoires énergétiques, puisque c'est ça, la source du CO2. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la sobriété, les liens avec la nature. Et la bonne nouvelle, puisque j'ai parlé de catastrophe et d'espérance, et c'est là que je rejoins un petit peu Corinne, c'est que, oui, il y a de l'espérance parce que, pour moi, il y a de l'expérience dans la connaissance, dans la transmission de la connaissance, d'en donner aux citoyens les moyens de comprendre ce qui lui arrive. Et l'espérance, elle tient à l'intelligence collective. L'homme a une capacité d'intelligence collective pour faire des choses extraordinaires et des choses beaucoup moins extraordinaires. Et donc toute la question pour moi, c'est est-ce qu'on aura la capacité de donner une culture suffisante pour que les gens comprennent ce qui leur arrive et agissent en conséquence. C'est pas gagné, mais c'est pas perdu. Merci. Je suis là. Donc on va poursuivre ces discussions avec une introduction ce matin assez forte, je trouve. Il y a de quoi être un peu déstabilisé. Et je vais demander à Claudia Sénic de nous parler du bonheur, ou pas, de cette situation un peu paradoxale avec tout ce qu'on a appris. Est-ce qu'il y a de l'éco-anxiété? Est-ce qu'il n'y en a pas? Vous êtes professeur à Sorbonne Université, à Paris. Vous êtes directrice de l'Observatoire du bien-être. Rien que ça, c'est déjà interrogatif. Notion de bien-être, notion d'espoir, d'espérance, de combattre le désespoir ou pas. Vous avez publié donc un rapport sur le bien-être en France en fonction de l'âge, du travail, de l'école, de la transition écologique, et donc ça poursuit les discussions générales de ce matin. Merci de votre présence. Bonjour. Alors moi je vais redescendre un peu dans indépendamment de la transition énergétique, etc., poser la question, savoir si on peut en fait même espérer accroître durablement le bonheur national, le bonheur des gens, qui est la question que se posent ceux qui font la politique publique. Est-ce qu'il y a les moyens de créer les conditions pour que les citoyens, par exemple, d'un pays, deviennent plus heureux et puis que ça dure, que ça persiste? Alors pourquoi? Parce que dans la discipline dans laquelle je fais de la recherche, qui s'appelle l'économie du bonheur, on est un peu pessimiste en fait là-dessus, bizarrement. Finalement, la motivation des gens qui travaillent dans ce domaine, c'est vraiment, ça commence par une remise en cause du fait que, comme on l'a dit, notre modèle, notre trajectoire économique, de production, crée vraiment du bonheur. Donc, d'abord, juste pour que ça soit clair, de quoi on parle? Alors on essaye de quantifier le subjectif, c'est peut-être pour ça que je suis là, parce qu'il s'agit quand même un peu de subjectif. Donc, c'est un lien avec la psychologie. Donc, on essaye de quantifier la manière dont à quel point les gens se sentent heureux ou satisfaits de leur vie, tout simplement en leur posant la question. Il ne s'agit pas de décider, nous, économistes, ce que c'est que le bonheur et ce que devraient faire les gens. On leur demande tout simplement de se mettre une note sur une échelle, comme vous, les médecins, vous faites avec l'échelle de la douleur, mais nous, c'est sur l'échelle de la satisfaction dans la vie ou du bonheur. Et le premier qui a posé cette question, c'était en 1959 Cantrill, qui est à l'origine de tous les sondages qui ont été repris après par l'entreprise Gallup. Voilà l'image d'une échelle graduée de 0 à 10. 0 représente la pire vie possible pour vous.
10, la meilleure vie possible, et vous, sur cette échelle, à quel niveau vous vous mettez. Voilà. Et ça, la réponse que les gens se donnent, c'est une indication de à quel point ils sont satisfaits de leur vie ou heureux. Et ensuite, dans les grandes enquêtes, on connaît tout sur la vie des gens, leur métier, leurs études, etc. Et on met en relation cette note avec leurs conditions de vie. On essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux, malheureux, qu'est-ce qui fait que les gens se déclarent plus ou moins heureux ou malheureux au cours du temps. Donc évidemment, nous, économistes, on se demande, est-ce qu'on a un peu des manettes? Est-ce qu'on a des leviers? Est-ce que le revenu, la croissance, les inégalités, le travail, ça rend les gens heureux ou pas? Parce que bon, c'est quand même important, parce que c'est ça qu'on fait en politique économique. Donc le maître, enfin celui qui a lancé cette discipline en 1974, Richard Easterlin, professeur à l'université de South California, il a écrit un article dont le titre éponyme, c'est et un livre. Est-ce qu'en augmentant le revenu de tous, on va pouvoir accroître le bonheur de tous? Évidemment, on comprend bien que cette question, elle est ironique. Et il y répond par ce graphique très simple sur lequel on voit. Alors attends, où est la manette? Le pointeur. Voilà. Et pour pointer, là, c'est quoi? C'est celui du milieu, non? C'est celui-là? Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ok, ça c'est pas grave. Ouais. Donc ça, c'est les États-Unis de 1900... Non, pas du tout. Ok. Donc revenir en arrière. Zut. Je l'ai mis à l'envers. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est donc les États-Unis de 1972 à 2002. Donc cette courbe-là, elle représente le revenu par habitant. Donc on voit qu'il passe de 15 000 à 35 000, donc il fait plus que x2, x2,5. Et ça, c'est le bonheur déclaré par les Américains. Donc ça fluctue au cours du temps en fonction des aléas et de la croissance, de la conjoncture. Mais en gros, quand on trace une ligne qui rejoint le premier point et le dernier point, c'est plat. Donc en fait, tout ça pour que le bonheur moyen des Américains n'augmente pas. Donc finalement, le message d'Easterlin, c'est faut peut-être réfléchir autrement et faire autre chose. Donc ça rejoint un peu votre conclusion, enfin une de vos conclusions ou suggestions. Et ça, c'est la bouteille à encre de tout ce domaine de recherche. On voit que la plupart des gens dans ce domaine sont intéressés par ça. On sait savoir, d'abord, pourquoi le bonheur n'augmente pas quand la croissance augmente, et ensuite, que faire? Alors, ce qui est vraiment déprimant, ce qui est très pessimiste dans ce message, c'est que c'est pas vrai uniquement pour le revenu, parce que si c'était que le revenu, effectivement, on peut chercher à faire autre chose dans la vie que consommer, produire et échanger, et se tourner vers d'autres domaines d'activité et espérer comme ça être plus heureux. Mais en fait, c'est vrai pour tous. Si je remplace le revenu sur ce graphique par l'indice de développement humain, qui mesure à la fois le revenu, mais aussi l'espérance de vie et le niveau d'éducation, donc l'espérance de vie, combien de temps je peux exercer ma liberté avec l'éducation, donc l'intelligence dont je suis pourvu, c'est pareil en fait. Le niveau de bonheur reste plat, même quand l'indice de développement humain suit la même trajectoire que le revenu. Donc finalement, est-ce qu'il y a moyen d'accroître le bonheur des gens du tout ou pas? Alors, Easterlin donne une réponse qui est plutôt négative, par la négative, parce que son interprétation de ce graphique, c'est que la raison pour laquelle la raison pour laquelle nous ne sommes pas heureux, c'est parce que en fait, on est un peu insatiable, on n'est jamais content, on se blase très vite, on est soumis à un phénomène d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur vient de la différence, la satisfaction dans la vie, vient de la différence entre ce que l'on vit et ce à quoi on s'attend, ce que l'on espère. Donc de la différence. Donc le niveau d'aspiration, et puis ce qu'on a réussi à faire, et le bonheur vient de la différence entre les deux. Mais le problème, c'est que les aspirations, elles s'élèvent sans arrêt. Au fur et à mesure que j'atteins des niveaux de vie, de confort, de tout ce qu'on veut plus élevés, j'en veux toujours plus. Et donc finalement, je suis insatiable et je ne suis jamais plus heureux. Donc le niveau de bonheur ne peut pas augmenter. Et ça, c'est vrai, pas uniquement dans le domaine matériel, mais c'est vrai dans énormément de domaines. On voit que les gens s'adaptent et se comparent aussi pour ce qui est un peu tout, quoi. L'école, les études de leurs enfants, les loisirs, les vacances, le théâtre, enfin, il y a de la comparaison et de l'adaptation dans tout. Il y a un deuxième paradoxe qui va nous servir, en fait, à sortir un peu du pessimisme. C'est ce que Easterlin a également mis en évidence ou observé, c'est que quand on passe ces enquêtes dans la population générale, on remarque que les gens disent toujours qu'ils sont plus heureux qu'avant, que l'année dernière ou qu'il y a 5 ans. Quand on leur demande, par exemple, il y a 5 ans, vous étiez où sur l'échelle, ils donnent toujours une note inférieure à celle qu'ils avaient donnée à l'époque. Quand on suit les mêmes gens, ou alors des groupes en moyenne, ils surestiment toujours l'augmentation de leur bonheur, ils sous-estiment toujours leur bonheur passé. Alors qu'en fait, quand on regarde, par exemple, moi, l'année dernière,
Imaginons que l'an dernier, j'ai été interrogée par l'enquête et j'ai dit, moi, je suis à 8 sur l'échelle de 0 à 10. Et puis cette année, on me réinterroge et je dis, je suis à 8. Et l'année dernière, j'étais à 7. Voilà. Et ça, c'est typique. Donc, c'est bizarre. Et l'interprétation d'Easterlin, encore une fois, c'est l'adaptation. C'est que, au fur et à mesure que les conditions de vie s'améliorent, on fait des progrès, on découvre les vaccins à ARN, des trucs comme ça, on prend tout ça pour acquis. Et donc, l'ensemble des possibles qui est représenté par l'échelle, la meilleure vie possible, il devient plus élevé. Et sur cette nouvelle échelle, les gens, quand ils réfléchissent à leur passé, ils se disent « je devais sûrement être moins heureux puisque je n'avais pas tout ça ». Donc, selon Easterlin, la raison pour laquelle les gens, à la fois, restent au même niveau dans leur déclaration instantanée et surestiment l'évolution de leur bonheur, ou sous-estiment leur bonheur passé, c'est parce qu'ils ont une illusion rétrospective. Donc voilà, donc Easterlin, ses explications, c'est 1, adaptation, 2, illusion rétrospective. Et dans ce monde, en fait, il n'y a aucun espoir d'être plus heureux, durablement. On peut être un peu plus heureux temporairement, le temps de s'habituer, et puis après, on va de nouveau être insatiablement plus exigeant, et revenir à notre niveau de base. Donc finalement, à quoi sert la politique publique? À quoi sert? On va peut-être être aussi heureux dans ce monde où les eaux auront énormément augmenté et il n'y aura plus l'île de Ré, donc heureusement je ne serai plus là, mais puisque finalement on s'habitue à tout. On peut s'habituer vers le haut, on peut s'habituer vers le bas. Donc aucun espoir d'être durablement plus heureux. Ça m'a jamais plu, en fait, dans ce domaine de recherche qui est le mien depuis 20 ans, j'ai jamais aimé cette vision. Donc comment ça marche? Donc juste pour bien fixer les choses, donc les gens vivent dans certaines conditions de vie, donc voilà, ils ont leur vie, leur famille, leur métier, tout quoi, le degré de liberté qui règne dans le pays, la gouvernance, la liberté de la presse, le pluralisme, etc. Bon, ils en conçoivent un certain niveau de satisfaction ou de bonheur dans la vie, et puis après, que je vais appeler latent, donc intrinsèque, vraiment ce qu'ils ressentent, ce qui est hédonique, ce qu'on ne pourra jamais voir ni mesurer. Parce que même en IRM, on mesure des choses instantanées, mais on ne mesure pas le niveau de bonheur général et durable des gens. Et ensuite, il faut qu'ils le mettent, qu'ils l'indiquent sur une échelle. Voilà, cette échelle de Cantril. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette échelle, finalement? Quand l'ensemble des possibles, quand le meilleur des mondes possibles ou le pire des mondes possibles se modifie, l'interprétation de l'échelle se modifie aussi certainement. L'échelle, elle pourrait glisser, par exemple, vers le haut. Au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, on peut se dire, autrefois, on aurait pu se dire, je suis très content d'avoir atteint cet âge que j'ai, mais aujourd'hui, finalement, voilà. Et donc, finalement, la conception que les gens se font du meilleur des mondes possibles, et qu'ils vont, à travers laquelle ils vont interpréter l'échelle, peut-être que ça peut glisser vers le haut ou vers le bas, comme je montre ici, ou peut-être que l'échelle peut aussi s'étendre. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que la pire des vies possibles, ça reste la même, peut-être que c'est le salaire minimum, peut-être que c'est dormir dans la rue, à Paris, par exemple, pour la France, mais peut-être que la meilleure des vies possibles, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup mieux qu'avant, et donc l'échelle, elle s'est dilatée. Et donc, dans ces conditions, quelqu'un est-ce que j'y arrive, ça? Quelqu'un qui s'était mis à 7, par exemple, il y a 5 ans, et à qui on repose la question maintenant 5 ans après, alors qu'on a fait des découvertes fantastiques maintenant pour se prévenir et guérir des maladies terribles. On lui demande, et justement il l'avait, et donc il est guéri, pardon. Et donc on lui demande où il est maintenant, et donc sur la nouvelle échelle, bien que de manière latente, intrinsèque, il soit au même niveau qu'avant, il va dire, en fait, là je suis à 5, alors qu'il est de manière latente au même niveau. Et de même si l'échelle se dilate, quelqu'un qui disait qu'il était à 7, il va dire maintenant qu'il est... Ah, ça bouge tout le temps, pardon. Qu'il est à 5, alors qu'en fait, il pourrait être à 7. OK. Donc, il y a deux interprétations, finalement, de paradoxe d'Easterlin. Celle d'Easterlin dont j'ai parlé, et la nôtre, qui est avec mon co-auteur Alberto Prati, qui est prof à UCL, à Londres, c'est que ça se trouve, en fait, le fait que la tendance du bonheur au long cours soit plate, c'est simplement un phénomène de changement d'échelle. Et donc, toute la question, et on ne peut pas la trancher, mais voilà, la question, c'est est-ce que le bonheur, il est intrinsèquement limité? Donc, j'ai la chance d'avoir des psychanalystes en face de moi. Est-ce qu'intrinsèquement, on ne peut pas être plus heureux? Et donc, en fait, l'échelle, elle est à l'intérieur de nous. Ou alors, est-ce qu'en fait, non, pas du tout, on peut être plus heureux, c'est juste l'échelle qui est bornée, c'est un problème de mesure. On ne peut pas le trancher et probablement les deux sont vrais. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de montrer que la deuxième interprétation, elle a une certaine pertinence. Comment? En fait, on a retrouvé
des séries d'enquêtes conduites par Cantrill lui-même en 59 et puis ensuite Gallup. On les a numérisées et dans ces enquêtes, les gens répondent à la fois à la question de leur satisfaction en ce moment et leur satisfaction il y a 5 ans. Et donc on interprète la différence entre ce qu'ils avaient dit il y a 5 ans et ce qu'ils disent aujourd'hui concernant il y a 5 ans comme le fait que l'échelle s'est transformée, s'est modifiée, soit en se dilatant, soit en glissant. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est Easterlin. Pour l'instant, on n'a rien fait de spécial, c'est juste les données. Donc la ligne bleue, c'est la satisfaction dans la vie, période année après année, de 5 ans en 5 ans. On voit que la tendance, elle est plate. La ligne bleue, elle est plate. La ligne avec les losanges, c'est l'indice de développement humain. Donc c'est moins pentu parce que ça avance moins vite, l'espérance de vie, mais quand même, ça croît. La ligne pointillée, c'est le revenu par tête, comme tout à l'heure. Évidemment, il augmente entre 1959 et 2008. J'arrête en 2008 parce qu'après, ils ont arrêté de poser la question rétrospective, malheureusement. OK ? Donc nous, on interprète la différence entre... Et la ligne verte, c'est ce que les gens disent à un moment donné sur comment ils se sentaient il y a 5 ans. On interprète la différence, l'écart, à un moment donné du temps, entre la ligne bleue et la ligne verte, comme le fait que l'échelle s'est déformée. C'est pour ça qu'ils ne disent pas la même chose. Et en interprétant ça, on voit que cette échelle, elle se dilate. Par exemple, au début, elle va de 0 à 10, c'est normal, c'est l'échelle de la première période. Déjà à la deuxième période, la différence l'écart de niveau entre le point bleu et le point vert, on l'interprète comme le fait que l'échelle elle s'est dilatée, elle monte maintenant jusqu'à 12. Au lieu de pointer bêtement, je vais faire comme ça. Et on fait ça année après année, enfin période de 5 ans après période de 5 ans, et on voit qu'avec notre interprétation, l'échelle finalement, au début, elle était de 0 à 10. Maintenant, elle est de 0, à la fin, elle est de 0 à 26. Et voilà. Et on reconstitue la chronique du bonheur latent selon cette interprétation. Et on la montre sur la ligne rouge qu'on appelle M-line, M comme mémoire. Et à ce moment-là, on voit que selon cette méthode, le bonheur latent, il serait resté non pas au même niveau qu'au début, c'est-à-dire environ vers 7, mais il serait monté de 7 à environ 18, c'est-à-dire que sur un indice, par exemple, il serait passé de 1 à plus que 2,5. Il aurait été multiplié par 2,5. Voilà, donc finalement, on restaure la possibilité qu'on soit plus heureux. Alors juste pour conclure, parce que c'est vous, je voudrais donner une sorte d'indice de validation de la méthode. C'est qu'un autre paradoxe de cette recherche, c'est que dans les enquêtes, quand les gens ont des enfants, il n'y a pas de relation statistique robuste entre le fait d'avoir un enfant ou de devenir parent et le bonheur. C'est quand même très étonnant. Bon, bien sûr, il y a l'instinct, mais quand même, étant donné le temps, les efforts, les sacrifices, etc., et tout ce que ça nous apporte d'avoir des enfants, c'est quand même très étonnant que les gens fassent ça, surtout fassent tellement d'efforts pour essayer d'en avoir, même quand c'est difficile, et en fait, ça ne les rend pas heureux. Ça, c'est un des paradoxes de ce domaine de recherche, de ces données que j'ai également jamais tellement aimées. Alors, avec notre méthode, toujours en utilisant la différence entre ce que les gens disent à un moment donné et ce qu'ils disaient l'année dernière. Donc on remplace la mesure de satisfaction dans la vie courante par notre mesure à nous, la M-line. Et à ce moment-là, avec des données allemandes dans lesquelles on a des données, l'enquête essentielle allemande, sur une période où ces questions sont disponibles, on compare, c'est pas la peine de regarder les chiffres, mais on compare donc la variation de bonheur, soit courante avec la mesure habituelle, soit reconstituée par nous, en fonction des événements que connaissent les gens dans leur vie. Donc, j'ai trouvé un travail ou j'ai perdu un travail, mon revenu a augmenté ou il a baissé, j'ai eu un enfant, je me suis mariée, j'ai divorcé, etc. Avec la mesure classique, c'est la première colonne, il y a une relation même négative. Les gens qui ont un enfant, l'année d'après, ils sont moins heureux. Avec notre mesure à nous, ça restaure la mesure positive et on voit que pour la première fois, les gens qui viennent d'avoir un enfant, ils sont statistiquement significativement plus heureux que l'année d'avant. Et ça augmente en plus le pouvoir prédictif de la régression. Voilà, donc en fin de compte, la question c'est est-ce qu'on peut... la question reste ouverte. Est-ce qu'on peut espérer être durablement plus heureux? Parce que c'est ça la question, c'est durablement. Est-ce qu'il y a moyen de le penser? Et je vous laisse sur cette question. Merci beaucoup, Claudia. Tu me diras si je me trompe, l'économiste Daniel Cohen avait une façon assez simple d'évaluer le bonheur. Il disait en fait, les gens qui sont heureux sont les gens qui pensent qu'ils sont mieux que leurs beaux-frères. Voilà, c'était assez simple et ça se vérifie quelquefois.
Bien, nous sommes heureux d'accueillir Perla Servan-Schreiber. Perla Servan-Schreiber, alors le programme vous présente de façon assez étonnante, je dois dire, comme à la fois auteure et cuisinière. Vous avez, on le sait, ici, où vous venez chaque année, au travers de nombreux ouvrages, en fait, tisser pour nous les fils d'une vie heureuse, où la relation à l'autre est au cœur. Et nous sommes donc tout oui pour entendre vos recettes, s'agissant d'une question qui ne laisse personne indifférent et qui dit beaucoup de choses de la fraternité, de la vision que nous nous faisons de l'avenir et de l'image que nous souhaitons laisser aux générations futures. Je vous laisse la parole. Bonjour. Je vous propose de changer d'échelle. On sait tout sur la planète, et merci. On sait beaucoup de choses sur la philosophie, et merci. On sait... Là, ça va? Non? Oui. On sait également que peut-être le bonheur est impossible. Et la vie m'a appris que le bonheur était impossible. J'ai donc ici la singularité d'être la plus vieille intervenante à ce colloque en 2024. J'ai 81 ans et ravie de les avoir. Et je voudrais juste vous préciser de quel lieu je parle. Je ne suis spécialiste de rien. Je suis apprentie à vie. Je consacre ma vie à aimer, nourrir et me nourrir de tous ceux qui savent. J'ai tendance à croire que ces choses-là sont contagieuses et je me frotte à tous ces gens-là. Alors je m'y consacre avec cette distance qu'impose la lucidité et qui se nomme l'humour. Alors je voudrais tout de suite vous faire une confidence, c'est que je crois beaucoup plus en l'humour qu'en l'espérance pour mettre un pied devant l'autre chaque matin. Alors j'aime la vie profondément et malgré tout, et j'entretiens une très bonne relation avec l'idée que je me fais de la mort. Je trouve d'ailleurs que la vie est un peu longue. Vous pouvez conclure avec moi que je suis une joyeuse désespérée, à moins que ce soit une désespérée joyeuse. Donc, l'âge a rajeuni. Cette jolie expression est du sociologue Serge Guérin. Et je m'interroge, est-ce que pour autant, la vieillesse autorise-t-elle l'espoir? Alors, c'est ainsi que Serge Guérin a nommé cette incroyable longévité. Et je fais partie de la première génération qui vit cette incroyable longévité. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, l'espérance de vie à la naissance, en un siècle, a progressé de 30 années. 30 années en un siècle. On n'avait jamais vu ça. Dans les pays à haut revenu, je m'empresse de préciser. Alors, est-ce une raison suffisante pour espérer? Et d'ailleurs, quoi espérer? C'est Bette Davis qui a dit la chose la plus formidable sur la vieillesse. Elle a dit vieillir, c'est pas pour les chochottes. Elle est morte à 81 ans d'un cancer, à l'hôpital américain d'ailleurs. Je suis d'accord avec Bette Davis. Vieillir, c'est un métier désormais. Et c'est un métier parce que pour toutes les personnes qui sont plus jeunes que moi dans cette salle, vous êtes prévenus que la vie risque d'être très longue.
Moi, on m'a jamais dit, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, qu'à 80 ans et plus, je serais probablement tout aussi active, avec beaucoup de chance, évidemment, qui est celle de la santé. Alors, il y a un philosophe qui m'a beaucoup aidé à comprendre que pour avoir l'énergie de poursuivre ma route, l'espoir ne suffisait pas. Il s'agit d'André Comte-Sponville et de son mythe d'Icare, qu'il a fait écrit en 2 tomes. Le premier s'appelle « Le traité du désespoir ». Et le deuxième livre qu'il a également écrit et qui m'a encore plus influencé et modifié, profondément modifié, c'est la biographie d'un sage indien qui, je peux le citer dans cette tribune de savants, était également psychanalyste, ce qui est rarissime. Il s'appelait, puisqu'il est mort en 1974, Swamiji Prajnanpad, et il a écrit, enfin la biographie de Comte-Sponville sur lui s'appelle, et je vous la recommande, « De l'autre côté du désespoir ». C'est une petite centaine de pages. En lisant cela, j'ai acquis la conviction qu'accepter n'est pas se résigner, mais bien l'inverse. C'est se mettre en chemin et c'est à l'opposé d'espérer. Lorsqu'en octobre 2015, mon gynécologue suspecte un cancer du sein, il me prend rendez-vous avec un cancérologue à l'hôpital Saint-Louis, et je suis dans ce cas d'une très grande banalité, puisque je crois qu'aujourd'hui, hélas, on est à 1 femme sur 5. Enfin, je laisse évidemment les spécialistes me rectifier si ça n'est pas la bonne statistique. Donc, sans la moindre émotion, ni la peur de mourir, ni le temps d'espérer, j'ai demandé si je pouvais effectivement me faire opérer. On m'a dit que oui, et j'ai demandé est-ce que ça peut se faire le plus tôt possible. J'ai réussi à faire rire ce merveilleux cancérologue qui m'a suivi et que vraiment je salue encore ici, et lui qui recevait des femmes, et c'est bien légitime réellement, qui éternellement lui posait la question « Docteur, mais pourquoi moi ?» Alors tout s'est parfaitement passé. On dit qu'on ne guérit jamais d'un cancer. Je dis que je suis guérie. Et le plus pénible dans cette affaire, ça a été les 5 années de tamoxifène, cet horrible produit qui vous colle des bouffées de chaleur. Et pour la première fois, j'avais donc 73 ans, j'étais officiellement une vieille dame. Les bouffées de chaleur, c'est incontestablement prendre conscience qu'on est une vieille dame. Mais ma chance, c'est que j'ai eu les premières à 73 ans. Il existe un traitement qu'on m'a proposé avant et qui m'a parfaitement convenu, et qui est le traitement substitutif hormonal que j'ai suivi et dont j'étais absolument ravie. J'ai gagné 20 ans de vie de femme formidable. Alors, tant que je peux me lever seule, à l'aube, et me diriger vers la cafetière, je dis profondément merci. Consciente de ce privilège et de la fragilité qui l'accompagne, c'est dans ce « et » que réside la réalité implacable d'une existence. Alors certes, je ne ressemble en rien à ma grand-mère. Ma grand-mère devait avoir 36 ans à ma naissance, si j'ai bien calculé. Donc j'ai commencé à savoir à peu près qui elle est quand j'avais 40 ans. Mais c'était une très, 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 très vieille dame. Et elle était pour moi l'image de la vieillesse et de la noblesse. Cette femme était analphabète et exceptionnelle. J'ai donc vécu partiellement avec ses grands-parents que j'ai adorés,
ce couple merveilleux, et je leur disais, paraît-il, quand j'étais toute petite, mais c'est quand je serai vieille. Je le suis, et effectivement, ravie de l'être, une fois encore. J'ai adoré ces grands-parents, qui étaient amoureux, pleins d'humour, et ils m'ont enseigné, sans le formuler ainsi, par l'exemple, ce que Platon, dans le Banquet, nommait la dialectique ascendante, c'est-à-dire de la beauté des corps à la beauté des âmes. L'âme occupe une grande place dans ma vie. Je m'en occupe, tout comme je m'occupe effectivement de mon corps et je m'occupe des autres, et je passe ma vie à ça. Croyez-moi, on n'a pas une minute de libre quand on se donne ça comme projet de vie. Alors oui, j'ai des rides, alors oui, les cheveux blancs, alors oui, les douleurs articulaires, alors oui, le capital social englouti, puisque j'ai vécu au Maroc, tout ça est vrai. Mais reste que j'aime vieillir et j'aime surtout la jeunesse des autres aujourd'hui. Alors j'ai voulu écrire sur cette bizarrerie de la vie de vieillesse qui fait qu'en gros rien ne s'arrête. Et à ce jour, mais avec un cadeau que procure la vieillesse et qui s'appelle la liberté. Jamais je ne me suis sentie aussi libre que depuis que je suis une vieille dame. Et c'est pourquoi je travaille à ma modeste place à changer l'imaginaire de la vieillesse pour que le regard que l'on porte sur les vieux évolue et s'adapte à cette nouvelle réalité. Et j'aimerais que la place des vieux dans nos sociétés soit reconnue et leur utilité prise en compte, notamment en les faisant se rencontrer avec des jeunes, les deux populations, vous conviendrez, qui sont le plus en souffrance dans nos sociétés aujourd'hui. Alors vieillir, c'est, et j'en suis convaincue, est avant tout une expérience métaphysique, philosophique, et je pense que vous ne me contrarierez pas à cet égard. Nous devons toutes et tous affronter, voire s'y préparer le plus tôt possible. Mais comment fait-on dans une société comme la nôtre, aujourd'hui, où on ne croit plus ni en Dieu, ni en l'amour, ni au travail, ni en la démocratie? Peut-être qu'il nous reste la science, et un certain nombre d'intervenants nous ont prouvé qu'il y avait lieu, précisément, de pouvoir s'accrocher à cette évidence. Alors malgré cela, comment ne pas faire ce constat que la vie est trop longue? Qui rêve de finir dans un EHPAD? Encore faut-il en avoir les moyens, parce que c'est cher. Le plus mauvais des EHPAD reste encore très cher pour la plupart des gens. Et le drame de la vieillesse, ce ne sont pas les rides, c'est l'isolement. La longévité, qui est considérée comme un progrès, est quand même une catastrophe aujourd'hui au niveau mondial. Aucun pays n'a vu venir ce tsunami que représente le vieillissement spectaculaire de la population, essentiellement féminine d'ailleurs, doublé dans le même temps par la chute des naissances. Aucun pays ne donne les moyens de faire vivre honorablement ces vieux, ni donner envie aux jeunes de se reproduire. Alors seul le continent africain continue à faire des enfants à ce jour. Les Africains seront, nous dit-on, probablement 2 milliards en 2050. Pourquoi? Parce que leur culture et leur religion les y poussent. J'ai lu également qu'il y avait une autre raison qui m'intéresse de partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas d'assurance vieillesse en Afrique et que les enfants doivent le plus tôt possible prendre la relève pour financer une famille. J'ai vécu dans une famille dont effectivement la culture a permis de penser ça,
Et nous nous y sommes mis, nous sommes heureusement une famille de 6 enfants, nous nous y sommes mis très tôt, en tout cas dans l'ordre de notre naissance, pour pouvoir prendre en charge nos parents. Alors à l'échelle individuelle, toutes les informations pour mieux vieillir sont à la portée d'un clic. Chacun fait de son mieux et avec son tempérament d'abord. Je voudrais m'arrêter 4 secondes là-dessus. Plus on vieillit et plus c'est le tempérament qui domine. Et la part de ce qui est déterminé par notre tempérament s'accroît incroyablement avec l'âge. Encore une injustice dans le vieillissement, mais c'est une évidence surprenante que Schopenhauer avait formidablement déjà nommée et décrit. Nous avons, disait-il, beau vieillir, dans notre intérieur, nous nous sentons toujours le même que nous étions dans notre jeunesse, dans notre enfance même. Cet élément immuable qui demeure toujours identique à soi, sans jamais vieillir, c'est précisément le noyau de notre être. Et ce noyau n'est pas dans le temps. Alors acceptons cette nouvelle longévité comme une opportunité de se familiariser avec l'idée de mort. Parce que ça n'est ni un drame, ni une surprise. Et il me semble que, même si personne n'y échappe, notre métier est de vivre. Et ça, il faut que nous le vivions jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, malgré la maladie, malgré le deuil et malgré la souffrance. Les vrais drames de la vieillesse, fût-ce en bonne santé, sont la perte de ceux qu'on aime et l'isolement. Que peut l'espérance dans cette affaire? Pas grand-chose. Comment ne pas méditer le plus tôt possible cette parole de sagesse signée Swamiji Prajnanpad, dont je vous parlais? Vivre, c'est l'acceptation joyeuse de la réalité. Je nous souhaite, comme l'écrivait Edmond Flegg, d'espérer en l'espérance. Laurence Joseph, merci d'être là pour nous parler surtout de l'intime. Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne. Vous avez écrit un livre sur la chute, justement, de l'intime et du trouble intérieur qui peut surgir lorsque l'espoir devient réalité après des années de désespérance dans le noir. Ce passage et ce bouleversement de l'intime est un des points de votre étude, un peu une relation entre l'intimité et l'espoir. Quel traumatisme il peut y avoir? Qu'est-ce que l'on vit intérieurement dans ce bouleversement de cette compréhension, espoir, désespoir? Car on n'est pas désespéré tout le temps, on n'est pas espérant tout le temps, on varie et ça touche justement le noyau dur. Merci. On espère toujours dans le noir. On espère pas seulement parce que quelque chose cloche, mais parce que l'on se sent chuter, disparaître. Si l'espoir ne se pointe pas, il y aura extinction des feux. L'espoir est un sentiment fragile. Passion dangereuse pour les philosophes, il nous ferait, selon eux, renoncer au monde tel qu'il est, nous détournerait de la connaissance adéquate et nous emmènerait dans un monde illusoire et transformé. La philosophie, on le sait, n'aime pas les ombres, ni les chimères, ni les rêves. Pour Platon, ce qui définit l'espoir, c'est qu'il sera déçu. Ce que je veux essayer d'approcher avec vous ce matin dans cette zone, c'est cette zone, ce lieu qu'est l'espoir dans la psyché d'un sujet, une place fragile. J'insiste parce que généralement, lorsque l'on vient nous consulter, c'est que quelque chose de l'espoir a été touché, endommagé, fracturé. Le métier de psychologue, psychiatre, psychanalyste
pourrait aussi se comprendre comme l'écoute de l'espoir, la lente transformation des formulations quant au possible, au clos. Pour désirer, il faut pouvoir croire que la matière de nos jours soit malléable, plastique, transformable. Il faut croire que l'on peut déformer une vie qui semble pour l'instant implacable, écrite, figée. Dans l'espoir, la question de l'attente est au cœur. Cette attente, je l'imagine comme un couloir, avec des stries de lumière, une image banale, qui marque la possibilité des métamorphoses des ombres, des contrastes saillants ou, au contraire, de l'obscurité qui met toute chose à la même place et indifféremment. L'espoir, c'est ce qui n'existe plus dans le discours mélancolique, qui, au contraire, marque la fin des bifurcations, des contingences, et inscrit chaque chose dans l'ordre d'une nécessité de plus en plus neutre et dissolvante. Jusqu'au suicide parfois, quand la tâche à la vie a cédé, quand il n'y avait plus aucun espace possible entre soi et l'extinction. L'espoir, c'est la possibilité du futur, l'advenue d'une nouvelle dimension qui s'esquisse, l'écriture autre de ce qui se passe maintenant. C'est la pensée d'un autre plan, incliné un peu différemment ou très différemment. À quels espoirs de nos patients pensons-nous quand nous y réfléchissons? Sa douleur s'arrêtera-t-elle? Son enfant pourra-t-il guérir? Tombera-t-elle enceinte? Pourra-t-elle quitter son mari violent? Y arrivera-t-elle? Je vais maintenant vous lire un passage d'Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné sur lequel je vais m'appuyer pour le reste de mon texte. Il parle dans ce passage du personnage de Marion, qui est l'héroïne du livre. Et comment leur expliquer que, de toute façon, rien ne peut lui faire mal, parce que sa vie est morte, depuis ce jour où elle avait rencontré Denis trop tôt dans son adolescence, à peine sortie de l'enfance. Parce que pendant des années, elle a vécu sous son ombre et dans la terreur. Est-ce qu'elles ont une idée de ce qu'est la terreur, quand l'idée de la peur la fait doucement rire? Parce qu'avec la peur, il y a toujours l'idée qu'on peut s'en sortir. Et tant que cette issue est possible, ce n'est rien, rien. Quand la terreur, elle, impose chaque nuit le même mur infranchissable, chaque nuit le même enfer qui recommence. Fin de la citation. Qu'est-ce qui pousse un sujet, un jour, à voir autrement son présent? Qu'est-ce qui un jour vient s'ajouter à ces représentations pour les étirer et se mettre à imaginer un nouveau mode, un nouveau rythme? Qu'est-ce qui permet d'intercaler de nouvelles images, là où jusqu'ici le seul mot « enfer » semblait adéquat? Si j'en viens aux enfers, c'est que l'espoir ne me semble jamais autant fragile, mais aussi décisif qu'à cet endroit-là, quand il s'attache avec le pire, quand il change le ton d'une couleur. Qu'est-ce qui un jour pousse cette femme, Marion, l'héroïne d'Histoire de la nuit, de Laurent Mauvigné, à franchir les frontières invisibles de sa cité, pour fuir la famille de son compagnon, Denis donc, alors incarcéré, mais qui la battait à mort, la violait et la torturait depuis des années. Malgré l'absence de son bourreau, les limites de sa vie semblaient définies, irréversibles, écrites. Un trajet qu'elle avait rêvé pendant des années et qui d'un coup devenait possible, faisable. Oui, elle le faisait. Son espoir devenait réalité. Phrase connue qui est toujours un moment de vertige, de déréalisation presque. Quand le fil que nous avions tendu avec ce futur, avec notre espoir, arrive et nous englobe dans sa contemporanéité. Alors, nous serions enfin devenus ce que nous espérions. Il n'y a plus d'écart entre l'utopie et l'accompli. Marion marche avec un sac léger pour ne pas éveiller les soupçons. Sans billet, elle prend un train, puis un deuxième, puis un troisième. Entre-temps, et enceinte de son bourreau, elle aura pris un McDo, boulevard de l'Hôpital, à l'abri. Son espoir continue à se réaliser. Elle trouve un compagnon, Fabrice Bergogne, paysan. Ils vivent dans un trou paumé, non loin de La Rochelle, dans un hameau, avec Ida,
la fille de Marion que Bergogne a adoptée. Ils vivent tranquillement, jusqu'à ce que Denis et ses frères les retrouvent, une nuit, chez eux, ce qui est l'objet de ce livre puissant, qui étire cette question. Avait-elle raison d'espérer que sa vie soit autre? Peut-on espérer d'être sauvé quand on est déjà morte? Faut-il croire que le destin, un jour, ne s'acharne plus sur une vie et que cesse de résonner, je cite à nouveau, mais cette fois-ci Marion, ces mots à lui, crachés sur ce qui te reste d'illusion ou d'espoir, que ça s'arrange un jour, parce que pour lui, tu mérites de te traîner à genoux en demandant pardon et en avouant que tu n'es qu'une pute qui ne le refera plus. Fin de la citation. Histoire de la nuit, dont on peut entendre le titre comme histoire de nos nuits. Des nuits de nos existences si l'enfer les a traversées. Je parle de nos enfers intimes, quand le langage de l'autre nous a éclipsés, tabassés, a atteint notre attache fondamentale à la vie. Toutes ces histoires, celles de Marion, de nos patients, patientes, de nos amis éprouvés par la violence et qui doivent leur survie à cette trace interne de l'espoir qui ne recule pas, qui continue à les ancrer dans un autre champ, dans un autre ciel, à les envelopper d'autres mots. Il y a dans l'espoir un rapport au langage, aux mots qui peuvent d'un coup se mettre à scintiller et à nous déloger de nos nuits. Ce qui reste épargné, ce sont certains mots qui charrient encore une valeur d'existence. Pour Marion, ce sera jusqu'au bout Ida, le prénom de sa fille, le son du prénom de sa fille. Pour Robert Antelme, c'était celui de Marguerite Duras. Parce que les mots peuvent irradier, ils nous ouvrent en deux, projettent des images, ramènent des silhouettes, une voix, des corps puissants. Le silence se tient comme rempart face à des mots qui ouvriraient sur trop de nostalgie, de vie, de soleil justement, pour revenir à mon couloir du début. Je vais finir mon texte par une lecture de L'espèce humaine de Robert Antelme. Francis est revenu près de ma paillasse. Les autres dormaient. Une petite veilleuse qu'on avait posée sur un montant du lit faisait une tache jaunâtre dans le noir. Francis avait envie de parler de la mer. J'ai résisté. Le langage était une sorcellerie. La mer, l'eau, le soleil, quand le corps pourrissait, vous faisait suffoquer. C'était avec ces noms-là, comme avec le nom de M, qu'on risquait de ne plus vouloir faire un pas, ni se lever. Et on reculait le moment d'à parler, on le réservait toujours comme une ultime provision. Je savais que Francis, maigre et laid comme moi, pouvait s'halluciner et m'halluciner avec quelques mots. Il fallait garder ça. Pouvoir être son propre sorcier plus tard encore, quand on pourrait ne plus rien attendre du corps, ni de la volonté, quand on serait sûr qu'on ne reverrait jamais la mer. Mais tant que l'avenir était possible, il fallait se taire. Je vous remercie. Bien, si vous voulez bien, on va prendre, on a un peu de retard, mais on a commencé un peu plus tard, donc on raccourcira peut-être la pause, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de questions ou d'interventions. Donc, je vais peut-être faire passer le micro. Si vous voulez, est-ce qu'il y a des questions ? Je suis là. Juste une question. Par rapport aux théories qui sont contraires aux problèmes de climat, c'est-à-dire les climato-sceptiques, qu'est-ce qu'on peut leur dire quand ils avancent des arguments des fois qui tiennent debout? Par exemple, ils disent que la Terre a traversé des ères glaciaires, 4 ères glaciaires dans son temps. Ils disent que le Sahara, il s'est fabriqué alors qu'il n'y a pas de gasoil ni d'essence. Ils disent que les dinosaures ont disparu alors qu'il n'y avait rien, aucune technologie. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Le problème avec l'ignorance et le mensonge, c'est que c'est beaucoup plus facile de dire quelque chose de faux ou alors quelque chose de juste, mais sans contexte,
que de démontrer, ça prend plus de temps que c'est faux. Vous voyez, quand ce que vous dites là, par exemple, pourquoi les dinosaures ont été les maîtres sur Terre entre 210 millions d'années et 65 millions d'années, ça s'est terminé dramatiquement, pas du tout à cause d'un problème environnemental quelconque, mais parce qu'une météorite leur est tombée sur la tête. Des dinosaures, il ne reste rien que les oiseaux. Le Sahara, effectivement, le Sahara oscille, comme vous l'avez dit, tous les 20 000 ans entre un Sahara vert et un Sahara jaune. Tout ça, on est capable de le comprendre. La question fondamentale, c'est quand vous donnez des arguments, il n'y a rien de climato-sceptique dans ce que vous avez dit, par exemple. Il n'y a aucun rapport entre la fulgurance du changement climatique produite par le développement humain et les dinosaures ou le Sahara vert. Et donc, la question qui se pose après, c'est la source. C'est est-ce que les gens sont ignorants et à cause de cette ignorance n'ont pas les repères qu'il faut pour leur permettre de comprendre? Et dans ce cas-là, c'est nous, c'est notre rôle et notre culpabilité de scientifique si on ne le fait pas. Ou est-ce qu'il y a d'autres gens et d'autres intérêts qui font qu'ils ont intérêt à ne rien comprendre? Ça, c'est un autre combat, tout aussi difficile, mais un combat citoyen, celui-là. En tout cas, pour répondre à votre question, le climato-scepticisme en France est quand même assez limité, mais il n'est pas nul. Il s'appuie, si vous voulez, comme un jardin mal entretenu sur lequel des orties peuvent pousser parce que les gens n'ont pas forcément la culture scientifique suffisante pour dire « ce que tu me racontes là, c'est juste faux, je vais t'expliquer tranquillement pourquoi ». Et le fait, à mon avis, mais ça c'est très personnel, enfin je pense que beaucoup de mes collègues partagent ça, c'est que la culture scientifique qu'on donne à l'école est très importante pour faire des enfants responsables qui ne se feront pas berner par des choses complètement ahurissantes, même prononcées parfois par le président du pays le plus puissant du monde. Je voudrais juste ajouter quelque chose brièvement, que parfois la peur et la confrontation justement à quelque chose d'impossible fait qu'on ne veut pas croire ce que pourtant on sait. Pour parler comme Günther Anders, il y a aussi dans des périodes anxiogènes où les gens sont dépassés, la tentation est grande justement de commuer leur sentiment d'impuissance en certitude dogmatique. Donc je crois qu'il faut s'interroger sur les ressorts plus ou moins conscients de la polarisation, du climato-scepticisme, tous ces phénomènes qui aujourd'hui saturent un peu l'espace public et qui font le lien entre l'impossibilité, l'écart considérable entre la théorie, la pratique, la conscience et l'action qui est au cœur des problèmes climatiques, puisqu'on sait aujourd'hui vraiment ce qui se passe et on a même des rapports qui étudient la faisabilité de la transition énergétique ou autre, et il y a quand même un retard. Et je crois que la connaissance, bien sûr, est importante, mais il faut aussi s'interroger sur les obstacles à la compréhension et tout ce que suppose aujourd'hui la compréhension, le fait de métaboliser ces informations, de les transformer en connaissances et en actions. Et là, il y a ces obstacles, et je crois que le déni de la mort, le déni, ça a été souligné, et je crois que c'est clair, hein. Ernst Becker a publié un livre que je trouve majeur, qui n'est pas traduit en français, Le déni de la mort, et il montre que c'est un invariant, et que justement, ça explique que la plupart du temps, nous réprimons la terreur de la mortalité, qui est la destruction de notre individualité, également, qui nous renvoie à l'image de notre nullité. Et le coût social, politique et écologique, on dirait aujourd'hui, de ce déni de la mort est fondamental, puisqu'il aboutit à avoir des comportements contre-productifs, d'aller à l'encontre de ses propres intérêts, donc à consommer, à tomber dans l'addiction à la consommation, au présentisme, à la polarisation, ou voire à rechercher une sorte d'immortalité par procuration en suivant un leader qui nous fait croire qu'on participe à une expérience grandiose. Donc je pense que ça c'est important. Et puis il y a aussi à réfléchir aux leviers qui font que la transition écologique, énergétique et autres peut être aussi quelque chose qui est une chance,
qui restaure l'estime de soi des personnes. Et donc, je crois que si on comprend bien aussi les obstacles au changement et qu'on insiste sur les leviers, je crois qu'on aura des contrepoids à ces comportements destructeurs qui sont pas qui sont intentionnels pour certains, mais qui ne sont pas seulement liés à la volonté de faire du mal. Voilà, je voulais juste dire ça. Mais juste, ne pensez-vous pas que c'est pas uniquement un problème intime et de comportement, mais qu'il y a des intérêts qui se battent? C'est comme si, je dirais, c'est très fort dans les obstacles à la transformation ou à la perception. Il y a des oppositions qui sont lancées pour justement éviter cette prise de conscience, pour garder des intérêts économiques. Peut-être, Gilles, vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, vous avez raison, je vais vous donner un petit exemple. Le trou d'ozone. Les scientifiques observent que dans l'ozone, qui est donc dans la stratosphère, qui nous protège des rayons UV, est en train de se faire un trou, et ce diagnostic est posé, et finalement, on se rend compte que le coupable de ça, c'est ce qu'on appelle ça, des CFC, des choses qui sont utilisées pour produire du froid dans les frigidaires, que ça produit des molécules extrêmement stables qui traversent l'atmosphère, qui arrivent dans la strato, et qui là, vont bouffer l'ozone. Ils se mettent avec des industriels et des politiques, ils trouvent le coupable, il y a une solution de remplacement, et l'intelligence humaine fait que ce problème qui était extrêmement grave est réglé et en train de se régler. La même chose se produit pour le CO2, c'est-à-dire que les scientifiques montrent que l'atmosphère est en train de changer très rapidement, et c'est le coupable, malheureusement, c'est le CO2. Le CO2, c'est le déchet de notre développement. C'est le dommage collatéral du fait qu'on brûle du combustible fossile. Et là, vous avez tout à fait raison, René, c'est que là, on va s'attaquer au nerf de la guerre, à ce qui fait toute notre richesse, à ce qui fait toute notre capacité extraordinaire de nous, êtres humains, le fait qu'on utilise de l'énergie pour se déplacer, pour se chauffer, pour se loger. Ça, c'est vraiment... Et on n'a pas de solution de remplacement. Contrairement à l'ozone, on ne peut pas dire c'est pas grave, on va pas utiliser CO2, on va utiliser autre chose à 8 milliards d'hommes. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, parce que, si vous voulez, si Galilée ou Copernic, font des calculs et montrent que ce n'est pas la Terre le centre du monde, mais le Soleil, qu'ils fassent cette découverte 50 ans avant, 50 ans après, c'est pas fondamental. Tandis que là, on est dans une situation tout à fait particulière, où les connaissances scientifiques doivent être mobilisées tout de suite pour éviter le pire. Et ça, évidemment, comme dit René, ça se heurte à des gens qui ont construit le développement industriel, qui ne sont pas aptes à le changer en quelques dizaines d'années, comme il faudrait le faire. Donc oui, bien sûr, il y a des lobbies. Je voudrais revenir sur une question qui est importante quand même dans un amphi de médecin, j'imagine, cette question d'éco-anxiété. Alors moi, je vais peut-être paraître pour un original, mais pour moi, le fait que les jeunes sont éco-anxieux, c'est juste une preuve d'intelligence. Pour moi, ne pas être éco-anxieux dans une telle société, ce serait plutôt une... Oui, c'est ça. Donc après, tout dépend de ce que vous allez faire de cette éco-anxiété. Ça peut être extrêmement inhibant, et voire extrêmement déprimant, et ça devrait être, et j'espère que ça pourra être, une source énorme d'envie d'agir pour la supprimer, cette éco-anxiété. Et c'est possible. Mais en tout cas, tout le monde parle de l'éco-anxiété comme si c'était une chape de plomb. Je pense que ça peut être la source de réactions individuelles et collectives qui sont très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou l'envie d'un café peut-être Non, encore, non, ça va venir. Non. Alors, je vais me lancer. C'est cette histoire de l'économie du bonheur est quand même un point qui m'interroge beaucoup. Au sens où, parmi les gens qui sont, on va dire, qui ont le minimum, plus que le minimum, la moyenne vitale de moyens de subsistance, l'absence de maladie. Est-ce que vous avez sous-sélectionné, je dirais, dans votre groupe et vos interrogations,
cette partie, parce qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui, selon les âges, selon les antécédents marquants, celui qui effectivement est traité pour une maladie grave va réagir autrement. Sur le bonheur, c'est d'être guéri, quoi. Enfin, c'est évident. Par contre, celui qui n'a pas, pour l'instant, d'affection, va vivre les choses différemment. Donc, est-ce que vous avez fait des sous-groupes? Merci. On peut faire tous les sous-groupes, bien sûr qu'on veut, soit par état de santé, comme vous suggérez, soit par niveau de revenu, ou on peut étudier on peut même faire des sous-groupes en termes de satisfaction. Par exemple, sur l'illusion rétrospective d'avoir été moins heureux, de penser qu'on était moins heureux que ce qu'on pensait à l'époque. En fait, ce qu'on a remarqué dans un autre article avec ce même co-auteur, Alberto Prati, c'est les gens qui se déclarent très heureux, donc sur l'échelle de 0 à 10, disons 8, 9, 10. C'est typiquement des gens qui pensent qu'ils sont plus heureux qu'avant, alors qu'en fait, quand on les voit, quand on les suit, c'est pas le cas. Les gens qui sont... C'est pas symétrique. Les gens qui se déclarent assez malheureux, donc 0, 1, 2, 3 sur l'échelle, c'est typiquement des gens qui pensent que c'était mieux avant. Donc c'est pas symétrique. Et peut-être que c'est justement cette question d'espoir. Tout le monde veut avoir de l'espoir. Donc si on est déjà heureux, on a envie de se dire qu'on est sur une trajectoire ascendante, ça va aller encore mieux. Et donc ça allait moins bien, et ça ira mieux, et donc je suis sur une trajectoire ascendante. Si on est vraiment malheureux, pour des raisons peut-être celles que vous avez évoquées, il y a une espèce de stratégie de soutien, d'auto-soutien peut-être, qui consiste à dire qu'on n'a pas toujours été comme ça a été mieux dans le passé, peut-être qu'on peut retourner vers le passé. Et donc il y a cette même illusion, enfin en tout cas d'après ce que voit le chercheur, de se dire que finalement on était plus heureux avant, alors que nous on voit que non, ils n'étaient pas plus heureux qu'avant. Ça ne répond pas exactement à la question, mais je voulais dire ça. C'est un élément de discussion. Peut-être une question à Perla. Nous avons le même âge. Oui, je sais. À quelques semaines. Et il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est quand même que vous avez dit que la vie était peut-être trop longue. Alors que vous diffusez une notion de bonheur qui rentrerait sans doute dans la sous-catégorie de l'économie du bonheur. Alors cette contradiction que je ressens, étant votre jumeau en âge, comment l'expliquez-vous? Je l'explique par le fait que j'ai perdu l'homme de ma vie à 4 ans et que tout devient plus long, plus difficile, plus pénible. Mais comme je suis née joyeuse, j'ai cette chance de ne pas imposer quelque chose qui est plus difficile et plus lourd pour moi à porter au quotidien. Donc je remercie vraiment la nature de m'avoir fait naître joyeuse. Bon, on va peut-être, si vous en êtes d'accord... il y a encore une question. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport au bonheur et poser la question sur cette étude que vous avez faite. Est-ce que vous avez pris en compte les relations humaines, les liens? Parce qu'il y a une étude qui a été faite à Harvard. Pendant 75 ans, ils ont étudié des adolescents tout au long de leur vie. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est que ce qui apporte le plus de bonheur aux gens, c'est le lien familial, le lien social. Donc je voulais savoir si c'était ressorti dans votre étude. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les études. Par exemple, il y a une enquête annuelle qui est conduite dans tous les pays du monde par Gallup et un rapport annuel sur le bonheur qui sort tous les ans en mois de mars, World Happiness Report, et qui met en relation donc la satisfaction dans la vie des gens, des habitants du monde entier, et puis leurs conditions de vie. La variable la plus discriminante, celle qui explique le mieux les différences de bonheur entre les gens et entre les pays, c'est la réponse à la question « Avez-vous quelqu'un sur qui compter ?» Voilà. Après, il y a bien sûr le revenu, après il y a le sentiment de liberté, de faire ses choix, il y a la gouvernance dans le pays, il y a plein de choses, avoir un travail. Mais avez-vous quelqu'un sur qui compter qui capture, comme on dit, le fait, les liens, c'est vraiment clé. Bien sûr, oui. Être aimé, quoi, en un mot. Êtes-vous aimé? Être aimé et aimé. Et aimez-vous, et êtes-vous aimé. En attendant, on va prendre un café et on se retrouve après.